Bonjour à tous, bienvenue et désolé pour le retard dû à des impondérables techniques. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc la deuxième session du webinaire d'Atensia sur le coronavirus, version qui est bien entendu adaptée après les décisions qui ont été prises par le Conseil national de sécurité hier. Au cours de ce webinaire, nous allons donc d'abord rappeler ce qu'est le coronavirus et comment est-ce qu'il est apparu, qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de décembre. Ensuite, voir s'il y a des raisons de s'inquiéter. On va dire qu'il n'y a pas de raison de paniquer, mais qu'il est nécessaire de prendre des mesures de prévention. On verra qui peut être concrètement fait au niveau de l'entreprise. Et ensuite, quelle attitude est-ce qu'il faut adopter si quelqu'un est contaminé. Alors, ce coronavirus, en fait, est un virus qui est présent tant chez l'homme que chez l'animal et donc appartient à une grande famille, les corona. Et donc, ce virus est un virus nouveau qui est apparu au mois de décembre 2019 et donc voilà pourquoi le nom est 2019 N pour nouveau, CO pour coronavirus. Et maintenant, on parle de Covid-19, Covid, donc en fait pour la pathologie qui est liée au coronavirus, et donc Covid pour coronavirus disease, apparu en 2019. En fait, ce virus est apparu au mois de décembre dans la province de Hubei, dans la ville de Wuhan, sur un marché probablement, donc en fait que c'est un virus commun qui était présent dans le génome de la chauve-souris et qui ensuite a été transmis à un pangolin, au pangolin qui est une viande qui est appréciée par les Chinois et donc qui était distribuée sur les marchés de la ville de Wuhan. Et comme ce virus était à la base tout à fait inconnu, ben effectivement, il y a eu peu de mesures de prévention qui ont été prises. Les patients vivaient chez eux dans leurs petites habitations. La structure hospitalière n'était pas développée particulièrement dans cette province et donc tout cela était des facteurs importants pour le grand taux de base de contamination, de dissémination du virus. Et donc, il y a eu ce taux de mortalité important à ce moment-là. Et donc, c'est pour cela notamment que les autorités chinoises ont dans un premier temps construit des hôpitaux à la vitesse de l'éclair en 10 jours et ont pris des mesures drastiques qui nous paraissaient très lointaines à ce moment-là, mais que nous vivons maintenant au quotidien chez nous. Alors, ce virus, en fait, a des formes de pathologie très multiples. Le coronavirus, donc peut être un simple refroidissement, peut se traduire par le SARS, qui est donc le Severe Acute Respiratory Syndrome, et le MERS, donc, qui étaient deux formes de virus qui ont été présentes dans les années antérieures. Ce virus-ci, ce Covid, donc, a une forme semblable à celle du SARS au point de vue de la composition génique. Il est probablement moins dangereux en termes de morbidité que ne l'était le SARS, mais il a beaucoup plus grand pouvoir de dissémination. Le coronavirus n'a rien à voir avec la bière Corona, et donc ceci peut paraître un peu une joke que je vous raconte, mais il faut savoir que cela a généré une réelle panique au niveau des États-Unis notamment, où l'intention d'acheter cette bière est passée de 8 à 5% dans la population des États-Unis. Et donc, effectivement, tout ce qui touche au corona est source d'anxiété, d'inquiétude, voire de panique.
Pourquoi est-ce que ce virus s'appelle coronavirus? Mais donc, en fait, corona vient du mot latin qui veut dire couronne, parce que ce virus a une forme de couronne, tout simplement. Donc, rien à voir avec nos assurances ou la bière telle que j'en parle. Ce virus, en fait, se disperse par petites gouttelettes qui sont libérées lors de la toux, lors de l'éternuement. Et donc, en fait, ceci explique déjà pourquoi une des mesures qui est préconisée, c'est le respect de distance de sécurité à 1 voire 2 mètres, parce que, donc, effectivement, c'est une projection à faible distance. Donc, en fait, on ne va pas retrouver le coronavirus à 8 ou 10 mètres de la personne. C'est vraiment donc une dispersion très limitée, mais très puissante quand même, vu l'intensité éventuelle de la toux. Et donc, ceci explique déjà pourquoi donc la distance de sécurité, mais également donc le nettoyage des surfaces de travail et donc d'éviter effectivement toute possibilité que ce virus puisse rester dans l'environnement. Ce virus, en fait, a une durée de vie en principe, en moyenne, plutôt de 3 heures, mais en fonction des environnements, ça peut être plus important. Et donc, voilà pourquoi il est nécessaire, donc, effectivement, d'avoir une stratégie de nettoyage qui est bien au point aussi. La situation au niveau mondial, mais donc, vous voyez, on en est à 128 343 cas confirmés dans le monde et ce nombre augmente sans cesse. Lundi, quand j'ai présenté le premier webinaire, on était aux alentours de 100 000 cas. Et donc, vous voyez ici le nombre. Donc, la Chine reste quand même le pays le plus important en termes de cas confirmés. Probablement, bien entendu, lié au fait que ça a été dépisté dans la province de Hubei au début. Et donc, actuellement, les nouveaux cas en Chine sont en diminution drastique par rapport à la situation. Et donc, au niveau des autres pays, vous voyez, sans surprise, que l'Italie est le deuxième pays. L'Iran est important aussi. Et en ce qui concerne la Belgique, donc là, vous voyez 314 nouveaux cas qui ont été confirmés. Après les informations du ministère de la Santé de ce midi, il y a eu 153 nouveaux cas qui ont été confirmés aujourd'hui, ce qui nous amène à 556 cas. Donc là, vous voyez qu'en Belgique, on augmente le nombre de cas confirmés. Et donc, c'est vrai qu'il faut être vigilant à ce niveau-là. Vous voyez la carte de la dissémination de ces virus. Et donc, on pourrait se dire que, effectivement, il est plus dangereux de vivre en Chine et en Europe qu'en Afrique, par exemple. Mais c'est probablement, et c'est même certainement donc un leurre, parce que finalement, on ne peut dépister que ce que l'on recherche. Et donc, pour rechercher, il faut avoir les laboratoires et les tests requis pour pouvoir le faire. Et donc, ce dépistage est beaucoup moins présent en Afrique. Et donc, il y a certainement des sous-estimations qui existent dans beaucoup de pays. Et on reviendra sur l'estimation du taux de contamination et du taux de létalité lié à ce virus. On voit qu'au total, il y a eu 4 720 personnes qui sont décédées. Notons, parce qu'on s'intéresse toujours, et c'est évidemment très important, au nombre de décès, mais que c'est aussi un virus dont on guérit. Et donc,
actuellement, il y a 68 324 personnes qui ont guéri de ce virus. Et c'est donc aussi une information qui est très importante à garder à l'esprit. Est-ce qu'il y a des raisons de paniquer quand on voit ces chiffres? Mais ici, vous avez un tableau qui reprend, qui est probablement un petit peu complexe, mais je vais vous l'expliquer, qui reprend en fait différentes épidémies qui sont apparues, avec dans l'axe horizontal le degré de contagiosité et en axe vertical le taux de létalité, le taux de morbidité. Et donc vous voyez que pour toutes les pathologies connues, on a une zone qui est bien déterminée avec un point qui permet de se situer en fonction de la contagiosité et du taux de morbidité. Et notamment, vous voyez que ce taux est aux alentours de 2 là, pour la grippe saisonnière, avec donc finalement un faible taux de morbidité. Et on voit que le taux est plus important. Et on parle d'une zone ici au niveau du Covid-19 parce que on est en pleine évolution là-dedans et il est très difficile de pouvoir donner l'estimation exacte parce que le taux de morbidité, le taux de létalité, pardon, est quelque chose qui est connu. On connaît la cause de décès de ces personnes. Par contre, le nombre de personnes qui sont atteintes est beaucoup plus difficile à connaître au jour d'aujourd'hui parce que ce qu'on connaît, ce qu'on ressent, ce sont les cas confirmés. Et les cas confirmés, ce sont les personnes qui ont été testées. Elles ont été testées parce qu'elles ont des symptômes de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires. Et au début de l'épidémie, parce qu'elles revenaient de zones à risque. Maintenant, il y a une évolution dans la perception de la pathologie et vu que c'est une pandémie, les critères ont été revus et l'attention est portée maintenant sur le fait qu'une personne a des symptômes respiratoires, même légers, sera prise en considération comme personne suspecte du Covid, tandis qu'avant, il fallait revenir du pays à risque, avoir de la température, avoir une toux importante et éventuellement des difficultés respiratoires. Donc, ceci explique que le taux de contagiosité, on sait que c'est un virus qui est fort contagieux, mais donner plus de précision par rapport au degré est compliqué à l'heure actuelle. Alors, tableau important et qui explique aussi quelle est la nature de l'attention que l'on doit porter. Donc, quelles sont les populations qui sont des populations à risque? D'abord, les personnes qui ont des pathologies chroniques ou des problèmes de santé importants comme des affections cardiovasculaires, du diabète, des pathologies pulmonaires chroniques, des troubles immunitaires, la chimiothérapie, des personnes en attente de transplantation d'organes. Donc tout cela, ce sont des personnes qui sont à risque. Et vous voyez sur le tableau le taux de mortalité, le risque de décès en cas d'infection. Et vous voyez que pour la grande partie de la population, donc en tout cas jusqu'à 60 ans, mais le taux n'excède pas 1,3% pour la population entre 50 et 59 ans. Et en dessous de 50 ans, le taux est très très faible. Par contre, si vous voyez la population plus âgée, vous voyez que pour les personnes de plus de 80 ans, le taux approche de 15% et les personnes entre 70 et 79 ans ont un risque de décès qui s'élève à 8% par le coronavirus. Et donc, en fait, ceci explique pourquoi on doit prendre toutes ces mesures. J'ai dit que c'est un aspect de salubrité sociale, de préserver nos aînés
et donc effectivement de prendre toutes les mesures possibles pour pouvoir éviter la contamination et aussi amener à ne pas saturer nos hôpitaux par rapport à ces pathologies, parce qu'effectivement, s'il y a un grand nombre de personnes qui seront hospitalisées, effectivement, on en arrivera à saturer nos hôpitaux, un petit peu comme ça se passe en Italie. Et donc, c'est ça qu'on veut surtout éviter en prenant toutes les mesures à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a des raisons donc de prendre des mesures de prévention? Vous avez compris que oui. Donc, les personnes qui sont à risque, les personnes âgées. À l'heure actuelle, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments qui sont reconnus efficaces. Les études vont bon train par rapport à la mise en place d'un vaccin, mais il ne faudra pas l'attendre avant probablement peut-être bien l'année prochaine. Les médicaments, il n'y a pas vraiment de médicaments miracles au jour d'aujourd'hui. Il semble que la chloroquine pourrait être efficace et donc on doit faire attention avec ce que l'on dit aussi parce que le professeur Van Ranst a dit que si lui était dans ce genre de situation, il prendrait de la chloroquine. Et donc, ça a amené à ce que le stock de chloroquine dans les pharmacies a fondu comme neige au soleil. Donc actuellement, il n'y a pas de vaccin, pas de médicaments, et donc le seul traitement qu'on peut donner, outre, c'est de rester à la maison, de se reposer, c'est un traitement symptomatique par rapport à la toux et à la température avec de l'aspirine ou du paracétamol comme du Dafalgan. Donc, parmi les mesures à prendre pour ralentir la dispersion du virus, mais donc moindre pic de malades, de façon à ne pas saturer le réseau hospitalier, moindre pic de malades, donc cela veut dire prise de mesures de prévention. Une question qui revient souvent, est-ce que, comme l'a dit Donald Trump, le virus va disparaître avec l'été? Ça n'est pas sûr du tout. Et très probablement, le virus pourra s'atténuer avec les mesures de prévention qui ont été prises. Il est possible que ce virus devienne un virus saisonnier, comme la grippe, et donc qui est susceptible de revenir. Maintenant, bon, effectivement, les facteurs qui vont permettre de diminuer donc l'existence de ce virus, ce sera le fait que les mesures de prévention ont été prises, que et que les personnes soient de plus en plus immunisées contre ce virus. Alors, au niveau de l'entreprise, qu'est-ce qui peut être fait? Mais dans l'entreprise, en fait, ce qui est important, c'est d'établir un plan de continuité en cas de pandémie, un plan de continuité de façon à pouvoir prévenir toutes les actions à prendre au moment où. Donc, ces actions, on va y revenir par la suite, seront des actions en termes ressources logistiques, ressources informatiques et bien entendu ressources humaines. Et en premier lieu, donc, il doit y avoir une communication efficace. Une communication efficace, ça passe par une information précise, comme on essaie de vous le faire au travers de ce webinaire, et par des fiches d'information sur ce qu'est le Covid, sur des mesures d'hygiène sur lesquelles je vais revenir, bien entendu, tout à l'heure en vous donnant les exemples de documents que vous pourrez retrouver sur notre site d'Atensia. L'hygiène au travail, bien entendu, effectivement, d'éviter les projections de gouttelettes. Donc, ceci veut dire de garder cette distance de sécurité entre deux personnes, donc éviter les poignées de main, éviter les embrassades, ne pas tousser ou éternuer dans ses mains, mais plutôt dans sa manche, se laver les mains, et éventuellement les gels hydroalcooliques.
Je rappelle que le savon est très efficace pour se laver les mains et probablement que un des points positifs que l'on pourra retirer de cette pandémie lorsqu'on en sera sorti, c'est effectivement ce rappel de principes de base, ces principes de base, d'hygiène de base, de se laver les mains régulièrement et le savon étant très efficace, réserver l'alcogel aux situations où il n'est pas disponible. Donc, ça ne sert à rien de aller aux toilettes, se laver les mains, puis sortir, se relaver, ressécher les mains avec cet alcogel, parce que tout ce que finalement on va arriver, c'est d'avoir une irritation des mains à cause de l'utilisation abusive de cet alcogel. Nettoyer les surfaces de travail aussi, donc ça ce sont des points qui sont importants à faire et donc on va y revenir tout de suite aussi. Et bien entendu les mesures organisationnelles comme le télétravail, les vidéoconférences, et en cas d'impossibilité, donc de pouvoir utiliser la force majeure à titre temporaire et donc ça on va y revenir tout de suite. Les mesures organisationnelles, mais donc là vous avez entendu hier notre Première ministre donc, qui renforçait le télétravail quand c'est possible et donc de pouvoir aller au-delà des normes qui sont généralement admises dans l'entreprise. Bon, il y a des entreprises, quand le télétravail est possible, il peut être octroyé en général pour 1-2 jours, mais maintenant, dans ces circonstances exceptionnelles, les directives de la Première ministre sont effectivement de renforcer, de permettre ce télétravail autant que possible. Les conférences téléphoniques également doivent être avec tous les moyens qui existent maintenant, Skype, Teams dans Office 365, tout cela sont des moyens qui doivent permettre de diminuer la concentration des personnes, parce que donc c'est cela qui est visé, c'est de se dire mais qu'on ne doit pas, on doit se poser la question de savoir est-ce que tout le monde doit être sur le même lieu de travail, est-ce qu'il peut y avoir des possibilités d'avoir des lieux de travail différents. Est-ce qu'il est possible de scinder les équipes de façon à pouvoir avoir ce continuum dans les activités? Au niveau des formations, de se poser, ou des réunions, se poser la question de savoir est-ce que cette réunion a une plus-value? Est-ce que cette réunion doit avoir lieu tous présents physiquement dans le même espace? Donc, tout cela, ce sont des points qui sont à reprendre dans la réflexion au niveau du plan de continuité. Augmenter l'ampleur des horaires flottants. Donc, effectivement, beaucoup de personnes utilisent les transports en commun. Beaucoup de personnes utilisent ces transports entre 7h et 9h. Entre 15h30 et 18h, est-ce que là, il est possible de pouvoir aménager ces horaires de travail pour minimiser le contact à nouveau? Il n'est pas nécessaire, et personne n'a dit, au jour d'aujourd'hui en tout cas, qu'on ne doit plus prendre, on ne peut plus prendre les transports en commun. Donc ça, c'est aussi un point important à signaler. Donc, comme je le disais, revoir les tâches et les fonctions essentielles. Et donc, c'est ce que je viens de dire par rapport à l'organisation du travail, de voir effectivement comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que le business et les prestations de services puissent être assurées. Dans quelle mesure est-ce qu'elles doivent être assurées à 100%? Mais ça, c'est à chaque entreprise à pouvoir se pencher sur cette question. Alors, on parle du télétravail, mais ce télétravail n'est pas possible pour tout le monde. Donc, bien entendu, vous avez des entreprises où il y a des chaînes de production, et donc on imagine mal que les chaînes de production puissent être compatibles avec du télétravail. Et donc là,
au niveau du ministère des Affaires économiques, on a évoqué, donc, on a rappelé que la force majeure temporaire peut être une possibilité qui peut être utilisée. Ça peut être utilisé donc, dans le cas où il n'y a pas assez de travail. Ça peut être aussi le cas où, comme ça avait été le cas à Tenerife, où les personnes sont bloquées dans un hôtel. Elles sont bloquées sans être malades, mais elles ne sont pas au service de leur employeur. Donc, à ce moment-là, elles ne peuvent pas bénéficier du régime de mutualité. Elles ne doivent pas être payées par l'employeur. Et donc, en fait, la force majeure temporaire est un moyen de rémunérer ces personnes. Et donc, pour ce faire, le travailleur doit se signaler à son employeur et son employeur doit entreprendre les démarches avec l'ONEM. Ce qui est important aussi, c'est donc de bien lister les personnes qui sont les personnes clés, les personnes ressources et de voir comment la continuité peut être assurée parce que bon, ces personnes ressources sont des personnes comme toutes les autres qui peuvent tomber malades et donc personne n'étant irremplaçable, c'est bien de penser à voir comment on peut les remplacer. Comment est-ce que nous pouvons vous aider? Mais donc, vous allez voir qu'il y a sur notre site web différents documents qui peuvent être téléchargeables, donc notamment une checklist pour aider à la préparation de ces plans. Et donc là, certainement, nous pouvons vous aider en donnant un avis par rapport à ce qui a été mis sur place, mis sur pied, pardon, ou ce qui, pour vous aider à le construire en vous guidant. En vous donnant tous ces conseils donc sur l'impact de la pandémie sur les activités de travail, sur les mesures à devoir prendre, notamment effectivement le rappel des consignes qui sont les consignes qui sont éditées par les autorités. Et je pense que c'est un message important à communiquer ici. Faisons confiance aux autorités. Les informations qui sont données sont des informations qui sont pratiques, qui sont applicables et qui permettent bien souvent de répondre à toutes les situations auxquelles on peut être confronté. Donc, c'est vrai qu'on entend parfois au niveau des infos différentes informations qui suscitent une interrogation, voire une surprise. Et donc, effectivement, la source d'information principale doit être, outre votre médecin du travail, également donc les sites officiels Info Coronavirus, le site du ministère de l'Emploi et des Affaires économiques et Sciensano. Donc, protéger la santé de votre personnel, mais donc là, effectivement, on va y revenir dans quelques instants avec les directives qui évoluent au fur et à mesure, au fil des jours, hein, parce que celles qui étaient d'application hier ne le sont plus aujourd'hui. Et donc, certainement, on va en dire un mot d'ici peu. Donc, la politique à mettre en place. Prévoyez une formation et une communication adéquate. Donc, par là, on veut dire qu'il y ait une formation qui soit adaptée au public de l'entreprise, qui ne soit pas une information qui suscite la panique dans l'entreprise, et aussi qu'il y ait une information claire par rapport aux cas qui surviennent dans l'entreprise, parce qu'il n'y aura rien de plus désagréable que d'apprendre par la presse que votre entreprise a été contaminée et qu'un de mes collègues a été atteint. Donc, en termes de crédibilité, ça pose un grand problème. Dans les documents que nous avons faits, nous avons rédigé, mais donc ici, nous avons la synthèse de ce que je viens de vous dire, qui est repris sur
une infographie qui est accessible, que vous pouvez télécharger sur notre site qui existe dans les deux langues. N'hésitez pas à l'afficher dans vos locaux. Alors, et donc, pardon, il y a aussi un document, une infographie sur comment se laver les mains. Et donc, celle-là, je vous invite également à la télécharger et à la poser dans les zones ad hoc, notamment dans les toilettes. Et si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le et changez les affiches parce que finalement, comme je le disais tout à l'heure, tout cela, c'est devenu, oui, ils sont encore là avec leur lavage des mains, etc. Et toutes les affiches font rapidement partie des meubles et on ne les voit plus. Donc, si on change régulièrement les affiches, ben, ça permet également de rappeler l'attention qui est requise. Alors, que faire si quelqu'un est contaminé? Et donc, là, les directives ont évolué depuis avant-hier. Donc, avant-hier, je vous aurais dit, faites attention aux personnes qui reviennent d'une zone à risque, une personne qui ont de la température et, ou qui toussent ou qui ont des difficultés respiratoires. Et donc, au niveau des mesures à prendre pour les personnes qui étaient en contact étroit, elles étaient bien détaillées. Maintenant, elles sont beaucoup plus générales et beaucoup plus claires à pouvoir appliquer. C'est-à-dire qu'on doit, si soi-même on a un syndrome respiratoire léger, un rhume au niveau des voies supérieures ou au niveau des voies inférieures, donc que ce soit le rhume, que ce soit une bronchite, restez chez vous. Restez chez vous, contactez par téléphone votre médecin traitant. Le médecin traitant, à ce moment-là, avisera pour voir si c'est un cas léger ou si c'est un cas pour lequel un examen clinique est obligatoire. Cet examen clinique, il pourra le réaliser lui-même s'il est équipé pour pouvoir le faire, donc s'il a les protections requises, et il peut le faire dans son cabinet pour autant que vous ne soyez pas exposé aux autres patients et donc effectivement que ce soit en dehors des heures de consultation. Ou il peut dire aussi, vous allez à l'hôpital et donc lui prendre contact avec l'hôpital à ce moment-là pour l'informer. Ça, ce sont les règles d'application maintenant. Donc, effectivement, pour la personne qui a un syndrome respiratoire, cette mesure d'écartement est d'application. La personne qui vit ou qui est en contact direct avec ces personnes, elle peut continuer à venir travailler. Elle peut continuer à travailler. A priori, elle n'est pas atteinte de la pathologie, elle est encore asymptomatique. Et donc, en fait, ce que l'on constate au jour d'aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont asymptomatiques ont une charge virale fort faible. Et du fait qu'elles ont une charge virale fort faible, elles ne vont pas contaminer les personnes, les collègues de travail par exemple. Si elles viennent à avoir de la température ou ce syndrome respiratoire, donc à ce moment-là, toutes ces mesures sont d'application. Donc, les personnes qui sont en contact étroit avec des personnes suspectes, donc, ce seront donc les personnes qui partagent les mêmes espaces de travail, ce sont les personnes qui voyagent en carpooling, ce sont les membres de la famille. Et donc, a priori, soyons rassurants et rappelons effectivement quelles sont les mesures à prendre. Et alors, donc, chacun peut contrôler doit contrôler sa température 2 fois par jour, quand température, donc au-delà de 37,5, 38, donc à ce moment-là, il faut s'inquiéter.
Et la mise en quarantaine télétravail, en fait, cela surtout concerne les personnes qui sont en contact dans leur profession avec le monde de la santé. Hein, donc, parce que ça ne sert à rien, effectivement, d'aller contaminer des collègues de travail dans ce secteur en particulier. Pour les personnes qui sont en contact étroit et de façon moins fréquente, mais donc là, donner une information au sujet de la contamination, donc comme je le disais, ben effectivement, c'est important d'informer et de pouvoir rassurer si la personne, donc par exemple, ici on peut être dans le cas de personnes qui ont été dans un même local qui ont participé à une formation ou participé à une réunion, mais c'est pas pour ça qu'elles doivent être isolées. Mais donc, effectivement, rassurer et donner toutes les informations, c'est nécessaire. Et si ce sont des personnes qui sont dans le même bâtiment, mais donc là, simplement informer qu'il y a eu un cas et donc il n'y a pas de mesures particulières à prendre pour ces personnes. Et donc, en fait, ici, vous voyez en fait qu'on travaille par rapport au cercle de contact, comme on le fait dans les cas de tuberculose. Donc, j'ai parlé de ce qu'il faut faire au niveau de la personne. Parlons aussi de ce qu'il faut faire au niveau des surfaces de travail. Et donc là, pour les petites surfaces, de l'alcool, une désinfection à l'alcool est suffisante. Et pour des plus grandes surfaces, on peut utiliser des dérivés chlorés. Et dans ces dérivés chlorés, l'hypochlorite de sodium, c'est l'eau de javel. De l'eau de javel diluée à 0,1% est déjà suffisant pour désinfecter les surfaces de travail. Et donc, quand on travaille dans des plateaux paysagers, donc là, c'est utile, conseillé de procéder à un nettoyage régulier de toutes les surfaces de travail. C'est aussi conseillé de faire un nettoyage des poignées de porte, des claviers, etc., régulièrement pour éviter effectivement qu'il puisse y avoir des gouttelettes qui restent traînantes, même donc si je veux dire que ce n'est pas le risque principal de dissémination. L'eau seule n'est pas suffisante. Donc, ce sont des questions qu'on a également déjà eues. Il faut donc avoir des produits de nettoyage efficaces. Et donc, ça, c'est à voir avec la société de nettoyage qui vient travailler chez vous. Et donc, effectivement, que chacun puisse être sensibilisé avec, notamment, je pense, au niveau des personnes qui sont en contact avec le public. Mais donc là, effectivement, les mesures de sécurité sont, notamment le contact étroit, doivent être préservées. Et donc, si les personnes en face de vous se mettent à tousser, donc là, effectivement, ça pourrait être légitime de nettoyer le plan de travail après. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc il y a quelques sites qui doivent être des sites d'information d'intérêt général. Donc, je pense à Infocoronavirus, je pense à Sciensano, je pense au site du ministère de l'Emploi et du Travail, et je pense au niveau des ministères des Affaires économiques pour les mesures qui peuvent être octroyées aux entreprises qui sont en difficulté par rapport au développement de ce coronavirus. Et nous, outre les documents que je vous ai présentés, nous mettons à jour notre site et donc n'hésitez pas à le consulter pour avoir les dernières évolutions et les dernières consignes et aussi donc de pouvoir via votre médecin du travail prendre en première ligne donc poser les questions chez lui et donc
on sera en seconde ligne s'il faut donner des questions plus précises, des réponses plus précises. Donc, j'espère que, en conclusion, je n'ai pas suscité plus de panique que vous pouviez en avoir avant, ça n'était pas l'objectif. Je pense que c'est vraiment important d'être conscient des risques qui peuvent être liés à la dissémination, donc c'est des risques de saturation de nos hôpitaux, c'est des risques au niveau de la santé de nos aînés. Et donc pour cela, effectivement, on doit avoir un effort solidaire et d'être attentif. Et donc c'est comme ça que, au niveau du gouvernement, des mesures drastiques ont été prises maintenant. Effectivement, plus de matchs de foot, plus de restos, plus de cafés, plus de visites au musée. La vie peut être plus comique, je suis d'accord, mais on est dans une étape passagère et à nous de la rendre la plus passagère possible. La communication donc est essentielle pour rassurer vos collègues et donc d'une façon générale, nous restons à votre disposition pour vous assister. Donc, je termine ainsi mon webinaire. Je reste à votre disposition maintenant si vous avez des questions. Donc, on y répond bien volontiers. Est-ce que la prise de température des travailleurs est à conseiller? Première question, est-ce que le contrôle de la température des travailleurs est une mesure à conseiller? Mais en fait, je pense que cette mesure n'est pas à conseiller d'une façon systématique. Bien entendu, il y a le minimum que je viens d'évoquer. Si vous désiriez faire cela, il faudrait d'abord en discuter au niveau du CPPT pour avoir l'accord et le voir. Mais personnellement, moi, je suis assez réticent à cela parce que je pense que le point 1, c'est d'abord de sensibiliser les personnes et donc là vraiment taper sur le clou sur le fait que on a un rhume, on reste chez soi. Donc je sais que ça va à l'encontre de tout ce que l'on dit au niveau de lutte contre l'absentéisme, mais c'est pour éviter un absentéisme prolongé. Donc, première étape. Et deuxième étape, si quelqu'un est malin à ce niveau-là, il prendra de l'aspirine avant de passer le contrôle et donc ce sera un faux positif. Est-ce qu'on peut être contaminé par la manipulation d'argent? Est-ce qu'on peut être contaminé par la manipulation d'argent? Mais la réponse est non. La réponse est non. Parce que effectivement le virus ne reste pas en suspension et donc très longtemps et donc la surface du billet, donc à nouveau j'explique le mode de contamination, c'est des projections de gouttelettes. Donc vous voyez que le risque d'être contaminé par quelqu'un qui vient de cracher sur le billet qu'il a mis dans son portefeuille et qu'il ressort est vraiment tout à fait négligeable. Et donc, bien sûr, se laver les mains, on y revient. Est-ce possible? La question est de savoir si les slides seront disponibles. La réponse est oui. Et d'une façon générale, on a décidé aussi d'envoyer ces slides-ci à toute la population qui a suivi les premiers séminaires, les premiers webinaires, parce que la situation étant évolutive, certainement. Donc, voilà, donc je vous remercie pour votre participation à ce webinaire et n'hésitez donc pas à nous contacter si vous avez encore des questions, si maintenant ou dans le futur, parce que donc effectivement cette pandémie, on est quand même, on commence à être dedans, mais on n'est pas encore à la fin. Voilà, merci beaucoup et nous vous souhaitons un bon appétit.